Dans une vidéo précédente, je vous ai parlé de la mise en contexte. On voyait au l'oscilloscope que ça influençait un peu la dynamique de notre programme. Dans cette vidéo-ci, ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire une démonstration où on va analyser la mise en contexte d'une fonction, puis voir l'effet du nombre de paramètres, entre autres, et le type des paramètres. Pour les expérimentations aujourd'hui, on va utiliser le Arduino Micro qui est muni d'une puce ATmega 32U4. Et pour la programmer, on va utiliser le PicKit4 en mode JTAG. Ça va nous permettre, entre autres, d'avoir un mode debug plus tard. Pour un petit feedback visuel, on va utiliser la LED, qui est, elle, connectée au port C bit 7. Puis pour regarder l'aspect temporel, on va utiliser un oscilloscope qui va être connecté sur la sortie du port C bit 7, là, directement sur la plaquette blanche. Le reste du montage importe peu pour l'instant. Voici une fonction très simple afin d'observer le processus d'appel d'une fonction et la fameuse mise en contexte. Pour réaliser cette observation, nous allons utiliser le mode debug, disponible via le bouton Play ou via la commande F5. Le point d'arrêt au début du programme permet d'immobiliser l'exécution à cet endroit précis. Pour voir le code assembleur, nous cliquons sur la fenêtre Disassembly. Nous activons également les fenêtres Processeur, Status et Memory. La fenêtre Memory permettra de voir les variables et le stack. Il faut sélectionner Data ERAM et positionner selon le Y actuel. Dans notre cas, c'est autour de 0xAF0. Pour faciliter l'analyse, nous allons agrandir la zone du processeur et représenter la mémoire sous la forme d'un tableau. Le programme Counter PC est actuellement à 0x73. Les deux premières opérations consistent à envoyer le contenu de Y, contenu dans R28 et R29, sur le stack. C'est une opération qui est commune au début d'une fonction, et puisque le main est une fonction, c'est normal qu'on la retrouve ici. Le stack pointer indique la prochaine destination du stack. On constate également que les valeurs R28 et R29 sont maintenant mémorisées dans notre tableau. La prochaine instruction n'est pas réellement un appel de fonction. C'est en fait une astuce du compilateur pour décrémenter le stack pointer pour être au-dessus de la case mémoire pour la variable A. Le compilateur place maintenant Y à l'adresse indiquée par le stack pointer. Dans le ATmega 32U4, le stack pointer est séparé en deux parties, SPL et SPH, donc pour low et high, qui sont respectivement aux adresses 0x3D et 0x3F. Vous pouvez aller voir la datasheet à la page 416 pour avoir plus d'informations. Ici, on voit que les deux opérations visent simplement à positionner, donc à aller chercher le stack pointer actuel. Le processeur arrive enfin au début de notre code. Pour écrire en mémoire, le processeur doit passer par les registres R0 à R31. Il ne peut pas le faire directement. Il place donc la valeur dans un registre, puis la valeur du registre est ensuite envoyée en mémoire. On voit ici que l'instruction déplace la valeur de R24 dans la mémoire. C'est la même chose pour la variable B. Pour la variable C, c'est un peu différent. Il utilise R1 car l'initialisation de C était de 0. R1, on se rappelle, c'est le registre qui contient tout le temps 0. Nous arrivons à l'appel de notre fonction et donc la dite mise en contexte. La première étape consiste à placer les paramètres à transmettre dans les registres. Ici, il utilise R22 et R24. Une fois les paramètres en mémoire, c'est le temps d'appeler notre fonction. Notez que le programme Counter PC est actuellement à 0x80 et que la fonction visée est à 0x62. L'appel a provoqué plusieurs changements. La prochaine position du PC, qui devait être 0x82, est maintenant de 0x62. La valeur 0x82 est mise sur le stack et sera reprise à la fin de la fonction. Le stack pointer a été décrémenté de 2 après avoir placé en mémoire le point de retour. Ici, on reconnaît la séquence du début du main. Il place donc Y sur le stack et charge la position actuelle du stack pointer dans Y.
Il va maintenant placer les paramètres reçus en mémoire. Puis, il place les valeurs dans les registres R24 et R25 qui seront les points d'entrée pour l'unité de calcul ALU. Il envoie la commande de multiplier à partir de R24 et R25. Le résultat est placé dans R0. Il déplace le résultat dans R24, puis il s'assure que R1 est toujours 0. Les deux premiers pops servent à repositionner le stack pointer pour récupérer Y. Les deux autres pops récupèrent le Y du main. Comme pour l'instruction call, l'instruction RET, return, provoque la modification du programme counter. Cette commande provoque donc l'écriture dans le programme counter du contenu pointé par le stack pointer, qui était finalement l'ancienne destination du main, avant l'appel de notre fonction. Le retour de la fonction, conservé dans R24, est maintenant transféré dans la variable C. Ce saut retourne le programme au début de la boucle. Et puis, tout recommence. Après cette démonstration, il y a un certain nombre de choses qu'on pourrait conclure. Dans un premier temps, on devrait s'attendre à ce que si on augmente le nombre de paramètres, le temps de mise en contexte augmente. Dans le même ordre d'idée, si jamais on changeait le type de nos paramètres pour, par exemple, passer d'un unsigned int 8 bits à un unsigned int 16 bits ou 32 bits, ou encore un type décimal comme le float, on pourrait aussi s'attendre à voir le temps de mise en contexte augmenter. C'est ce qu'on va vérifier tout de suite. Pour évaluer les temps de mise en contexte, ce qu'on va utiliser, c'est les définitions pour le contrôle du LED présent sur le port C bit 7. La première fonction qu'on va évaluer, c'est une fonction qui retourne rien et qui reçoit rien. Pour la mesure, ce qu'on fait, on active le LED, on fait l'appel à la fonction et on désactive le LED. On se rappelle que l'activation du LED prend à elle seule 125 nanosecondes. On pourra soustraire ce temps-là des temps observés si jamais on veut un résultat plus précis. Ce qui va nous intéresser le plus, cependant, c'est les variations entre les différents types de mise en contexte. On commence avec la première et on regarde le résultat à l'oscilloscope. Donc, présentement, on observe un temps de mise en contexte de 1.9 microsecondes. Tout ce qu'on va faire, on va les noter avec la déclaration. Maintenant, si, par exemple, on s'ajoute un paramètre d'entrée et on fait rien nécessairement avec ce paramètre-là, on va voir qu'est-ce qui arrive. Le temps de mise en contexte a augmenté à 2.4 microsecondes. Maintenant, si on ajoutait une valeur de retour, donc on voit que l'effet de la valeur de retour n'est pas vraiment perceptible. C'est sûr qu'en ce moment, on le récupère pas. On pourrait récupérer la valeur de retour pour voir l'effet que ça aurait. Donc maintenant, on peut voir que si on récupère la valeur de retour, ça va augmenter un petit peu, mais naturellement, c'est plus l'affectation qui est ajoutée à notre temps. Maintenant, ce qu'on va faire, on va ajouter un deuxième paramètre. On est maintenant rendu à 2.9 microsecondes. Ensuite, à nos observations, on peut conclure que pour l'ajout d'un paramètre de 8 bits, on observe une variation d'environ 0.5 microsecondes, alors que si on fait un type de retour, mais qu'on le récupère pas, ça fait pas vraiment de variation. Mais si on fait la lecture de ce type-là, on observe une variation d'environ 0.1 microsecondes supplémentaire. Avec l'ajout d'un deuxième paramètre de 8 bits, on a vu encore là, une variation de 0.5 microsecondes. Donc, ça semble assez constant. À toutes les fois qu'on ajoute un octet, on devrait pouvoir observer une variation d'environ 0.5 microsecondes par octet ajouté. Pour évaluer la variation sur les types, on va retourner à notre déclaration de fonction qui avait seulement un paramètre.
Cette fois-ci, on va utiliser un 16 bits sans lecture de retour. 2.8 microsecondes. Donc, si on compare avec le 8 bits, on a observé une variation de 0.4 microsecondes. C'est un résultat qui était prévisible. Si on regarde ici, on avait 2.4 microsecondes pour 1 octet. Ici, notre paramètre est de 2 octets. Donc, c'est l'équivalent, au fond, de passer 2 paramètres de 1 octet, une variation de 0.4 microsecondes. Donc, on peut faire l'hypothèse que à toutes les fois qu'on ajoute 1 octet dans nos paramètres, ça va nous ajouter 0.4 microsecondes dans notre mise en contexte. Si maintenant on y allait directement avec un 32 bits, nous sommes rendus à 3.9 microsecondes. Donc ici, on a ajouté encore 2 octets dans les paramètres. On devrait s'attendre à augmenter d'environ 0.8, mais on observe plutôt une variation de 1.1 microsecondes. C'est probablement dû à la surcharge, dû au fait que maintenant c'est un 32 bits. Et le dernier test qu'on pourra faire, c'est de voir l'effet d'un float, qui est aussi 32 bits. Exactement le même résultat. Donc, on a vu que le nombre de paramètres et le type de paramètres influencent effectivement le temps de mise en contexte des fonctions. Quand on veut absolument avoir un certain nombre de paramètres à passer par une fonction, une des solutions, ça serait de faire un tableau si les paramètres sont de même type, ou sinon, on pourrait utiliser une structure si jamais les types sont un peu différents. Naturellement, il y a tout le temps le débat de se demander est-ce que j'ai besoin de passer tous ces paramètres-là, est-ce que je ne pourrais pas les mettre globales? Il y a toujours un risque avec les variables globales, c'est que d'autres fonctions modifient nos variables alors qu'on s'y attendait pas. Donc, c'est certain qu'en ayant des paramètres locaux, c'est toujours plus sécuritaire, mais dans certains cas, on n'a pas le choix, on doit utiliser les variables globales. Puis naturellement, ça peut aider aussi à augmenter la dynamique de notre programme. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Vous pouvez aussi souscrire à la chaîne pour avoir d'autres vidéos de même type à venir. Et n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires, ça va me faire plaisir d'y répondre. Merci, à la prochaine!